Donc, je suis Mathieu Boutor et donc je vais vous parler de réinventer, simplifier votre posture de sécurité dans le cloud. Avant de commencer, je vais vous parler un peu de moi. Il y a quelques années, je suis rentré dans une start-up qui avait pas mal grossi. On déployait peut-être 10 fois par jour, donc on avait une trentaine d'ingénieurs qui arrêtaient pas de faire des changements sur nos productions et ça marchait très bien. Puis on m'a dit, il faut que tu gères toute la sécurité de tout ça. Et donc là, je me suis dit, je suis tout seul, ils sont beaucoup, va falloir que j'automatise, va falloir que je sois efficace. Et en fait, aujourd'hui, je suis Solutions Architect chez AWS et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, comment on va pouvoir gérer notre sécurité, automatiser, éviter de se retrouver dépassé entre guillemets par le rythme que peuvent avoir nos équipes DevOps. Donc l'idée, ça va être vraiment d'éviter d'être cette petite homme qui court tout le temps et d'améliorer notre excellence opérationnelle, de s'assurer qu'on a sur nos plateformes la bonne visibilité et qu'on a aussi la meilleure posture de sécurité possible. Donc on va avoir des outils pour aller plus vite sur notre partie sécurité et des outils qu'on peut mettre en place simplement. Donc pas se dire la sécurité c'est compliqué, donc ça attendra qu'on ait le temps, ça attendra. La sécurité n'attend pas, donc l'idée ça va être de se dire on va pouvoir mettre en place un peu de gouvernance facilement avec AWS Organisation. On va pouvoir regarder où est-ce qu'on a des données sensibles avec Amazon Macie. On va pouvoir avoir notre dashboard de sécurité en quelques clics avec Security Hub. Et derrière, des outils de sécurité comme GuardDuty, dont on parlera juste après, comme Amazon Inspector, qu'on n'aura pas le temps de traiter aujourd'hui malheureusement, qui vont pouvoir renvoyer toutes ces informations, toutes nos informations de sécurité. Donc on va avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur nos plateformes. On va mettre ça en place de manière simple. Et tous ces outils-là, c'est des outils qui sont intégrés côté AWS. On n'aura pas d'impact sur nos performances à utiliser ces outils. Ils vont juste récupérer de l'information et on va pouvoir utiliser ces informations pour notre posture de sécurité. Donc on va regarder, déjà je vais vous parler un peu d'un outil qui s'appelle Amazon GuardDuty. Donc Amazon GuardDuty, c'est un outil de sécurité passif. Donc il va récupérer un certain nombre d'événements. Donc ce qui se passe sur vos buckets S3, quels sont les flux qui circulent sur vos VPC, les événements si vous utilisez sur votre administration Kubernetes si vous utilisez Amazon EKS, les logs de résolution DNS. Et donc GuardDuty va analyser en temps réel quasiment ces différents événements et va détecter des éventuelles menaces sur votre infrastructure. Donc comment ça va fonctionner? GuardDuty va d'un côté récupérer toutes ces sources de données et derrière va fonctionner avec deux moteurs. Donc un premier moteur de Threat Intelligence. Donc ce moteur va regarder s'il y a des menaces connues par rapport à ce que GuardDuty a vu. Exemple, j'ai une machine qui résout le nom de domaine d'un serveur de contrôle de botnet. Je connais ce nom de domaine-là parce qu'il est dans une base de Threat Intelligence. On sait que c'est un nom de domaine de botnet. GuardDuty va pouvoir directement me dire il y a un incident probablement majeur. En tout cas, c'est important d'analyser cet incident parce que cette machine, elle aurait pas dû normalement résoudre ce nom de domaine-là. On a un deuxième moteur qui va être basé plus sur du machine learning, où là, on va regarder ce qui est anormal. Exemple d'anomalie, il y a quelques semaines, je travaillais depuis une maison qui est pas ma maison habituelle. Je sortais donc avec une IP différente, je me suis connecté à ma console, GuardDuty m'a mis une petite anomalie en disant que ce compte-là avait jamais été utilisé depuis cette destination réseau-là. J'ai commencé à créer dans IAM des rôles, et là, GuardDuty m'a dit attention, il y a des opérations d'administration qui sont faites depuis quelque chose d'inhabituel. Probablement que dans mon cas, c'était pas quelque chose d'important, mais ça peut être le cas si demain vous avez un utilisateur qui se connecte depuis l'autre bout du monde. Ça vaut quand même le coup souvent d'analyser ces événements-là. Et comment on va pouvoir analyser ces événements-là? On va pouvoir les envoyer dans Security Hub, dans votre dashboard de sécurité côté AWS. On va pouvoir les historiser dans un bucket S3 et on va pouvoir surtout gérer des remediations éventuellement automatiques, les envoyer dans un SIEM. On va pouvoir donc agir sur ces événements de manière plus ou moins automatisée. Donc ça, on va le voir un peu plus tard. Mais juste avant de voir un peu comment on va pouvoir automatiser ce que nous renvoie GuardDuty, je vous propose de voir nos amis de Kajip qui vont venir sur scène et qui vont vous expliquer comment ils utilisent ces services AWS de sécurité nativement intégrés.
Hop. et vous donner un peu leur retour sur l'utilisation de ces services, donc pas uniquement GoRuDuty. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue. Je me présente, Benoît Mau, je suis responsable de la sécurisation des plateformes cloud natives dans les équipes cyberdéfense de Kagip. Et Christophe Omnes, Squad Lead AWS au sein de Kagip. Et on va déjà commencer par vous présenter un peu ce qu'est Kagip. Donc Kagip pour Crédit Agricole Group Infrastructure Plateforme. Kagip, c'est l'entité ayant en charge la production informatique de l'ensemble du groupe Crédit Agricole. Cela signifie concevoir, designer, faire évoluer, maintenir et surveiller les plateformes et infrastructures du groupe Crédit Agricole. Tout cela dans le but de pouvoir répondre aux enjeux de transformation digitale de l'ensemble du groupe. Et ça passe notamment par la fourniture de plateformes fiables, performantes et sécurisées. Donc, Kagip est présent sur de nombreuses régions en France et ça représente environ 4000 personnes donc au sein des rangs de Kagip. On va maintenant rapidement vous décrire en fait ce qu'est la plateforme AWS by Kagip. Donc, une de nos missions, et celle qu'on va présenter en particulier ici, consiste à fournir une plateforme AWS pour le groupe Crédit Agricole. Cette plateforme devra pouvoir héberger les projets et applications de l'ensemble des entités dès lors qu'elles auront été homologuées pour un déploiement sur du cloud. Et donc cette plateforme va s'accompagner d'un catalogue de services internes avec des services transverses pour l'ensemble des projets et d'autres services plus spécifiques pour des besoins plus ciblés. Tous ces services vont s'appuyer sur de solides fondations et ces fondations qui intègrent notamment une baseline sécurité, et c'est cette baseline sécurité qu'on va vous décrire dans la suite de ce retour d'expérience. Merci Christophe. Du coup, nos équipes sécurité cyberdéfense accompagnent en transverse l'ensemble des équipes cloud pour sécuriser les landing zones dès leur conception et fournir des offres de services adaptées au cloud. Au sein du Crédit Agricole, on a un ensemble de règles et de règles de conformité et de sécurité à respecter. Du coup, nous avons défini des golden rules de sécurité du cloud que nous déclinons pour l'ensemble des plateformes multi-CSP. Et on va vous présenter la façon dont on a mis en œuvre ces golden rules au sein de la plateforme hybridation AWS. Donc, au sein d'AWS, on a donc une baseline sécurité dans les fondations qui est appliquée à tous, appliquée automatiquement et de façon immuable pour tous les projets qui la consomment. Chaque projet qui vient sur ces fondations hérite d'un certain nombre de règles, de mesures de protection. On a mis en place, donc on contrôle et on gère tout ce qui est identité et accès. On a mis en place de la fédération d'identité depuis nos annuaires internes. On gère des rôles IAM qui sont assumés dans l'organisation AWS et qui respectent le principe de moindre privilège. On a mis en place une stratégie multi-account. Chaque projet, finalement, est isolé dans plusieurs accounts, ce qui permet de bien segmenter avec une hiérarchie par projet et par type d'environnement, ce qui permet de bien maîtriser à la fois les accès et les flux réseau. Concernant les cloisonnements réseau, on a mis également en place des plateformes sécurisées qui permettent de contrôler les flux entrants-sortants en provenance ou à destination d'Internet ou en provenance et à destination de nos data centers. Par ailleurs, donc toujours dans cette baseline, on a mis en place des SCP qui sont hérités encore une fois par tous les projets et qui permettent de restreindre l'usage de certains services et la consommation de certaines régions. Et par contre, d'empêcher la désactivation de services tels que la journalisation, le AWS CloudTrail ou des outils de détection de détection d'attaques et de menaces, par exemple avec AWS GuardDuty. Par ailleurs, donc autre mesure, donc on a vu qu'on journalisait l'ensemble des activités sur la plateforme. Bien sûr, on centralise ces événements, ces logs, et on les sauvegarde et on les protège, avec nos propres clés de chiffrement.
Et par ailleurs, dernier point de contrôle, on met en place un contrôle de conformité au niveau de l'infra as code, donc notre pipeline CI/CD avant déploiement. Donc, au-dessus de toutes ces règles, ces mesures de protection, on a mis en place une tour de contrôle sécurité avec plusieurs fonctionnalités, parmi lesquelles la première, c'est un audit continu des configurations. Donc, tous les projets sont contrôlés par rapport à nos fameuses Golden Rules. Une des Golden Rules, par exemple, c'est on s'assure qu'aucune ressource ne devient exposée sur Internet pour bien sûr éviter toute fuite de données. Donc, deuxième service, c'est un service de détection en continu des attaques ou des anomalies. Troisième, c'est une détection des vulnérabilités, au niveau des instances. Et tous ces findings ou tous ces risques qui sont remontés sont envoyés à nos équipes du SOC, nos analystes, pour mettre en place derrière une réaction en fonction justement des contacts qu'ils reçoivent et des risques prioritaires qu'ils doivent adresser. Donc on a mis en place derrière des réponses. Donc cette baseline de sécurité que je vous ai résumé rapidement repose sur des nouveaux outils que nous avons mis en œuvre spécialement pour le cloud. Le premier, c'est l'outil CSPM, qui est un outil agnostique qui nous permet justement de décliner des contrôles par rapport au respect de nos Golden Rules sur nos différentes plateformes cloud et d'avoir une posture de risque pour réagir justement en cas d'attaque imminente, on va dire. Le deuxième, c'est un SIEM. Donc, nos équipes du SOC ont mis en place un SIEM pour s'interfacer au mieux avec les API des cloud providers. Donc, c'est un SIEM cloud. Et le troisième, c'est les services natifs AWS qui font l'objet de ce retour d'expérience. Le premier qu'on a mis en place et qu'on a activé sur l'ensemble des régions, y compris les régions qui sont interdites, c'est AWS GuardDuty. Donc le but, c'est, comme a dit Mathieu tout à l'heure, c'est de détecter tout événement anormaux dans notre organisation et également toute attaque, puisqu'on a vu qu'il était également récupéré de l'intelligence, des indicateurs de compromission de partenaires. Donc avec tous les logs qu'il consomme, il est capable d'analyser justement des attaques en cours ou des comportements déviants. Et donc voilà, c'est vraiment un outil qui, pour nous, a été le premier à couvrir un certain nombre de risques. Aujourd'hui, on a 100 scénarios qui sont couverts. On a pu détecter les premiers événements tels que des accès credential routes, des choses qu'on veut surveiller, ou des tentatives d'attaque de scan sur des instances EC2 dont une adresse IP était publique. Enfin, voilà, des premiers retours d'expérience positifs. Autre élément de sécurité qu'on consomme chez AWS, c'est IAM Access Analyzer. IAM Access Analyzer va nous permettre de détecter toutes les interactions, tous les accès à nos accounts depuis d'autres accounts de notre organisation ou, chose qui nous intéresse plus encore, depuis des comptes externes à l'organisation. Donc c'est un composant qui est déployé à la fois sur l'ensemble des accounts et sur l'ensemble des régions, et également sur notre account centralisé sécurité. Et c'est le mix de ces deux types de déploiement qui nous permet d'avoir une visibilité globale sur les accès à nos accounts. Donc, si on part du principe que le list privilege est respecté partout, eh bien, on peut se dire que tout est by design cadré, mais IAM Access Analyzer va un peu agir comme une seconde lame et se dire que si jamais on est passé à côté d'une configuration sur une bucket policy, sur autre chose en termes de policy de sécurité, eh bien, on va être informé de tout accès indu sur nos accounts. Dans les points forts qu'on voit aussi, c'est la proximité de ce composant par rapport à tout le reste de l'écosystème AWS. On peut, comme le schéma vous le montre, très facilement mettre en œuvre de l'autoremédiation de par la proximité donc des findings qu'on va récupérer avec toute la panoplie d'industrialisation comme des lambda par exemple. AWS Config, qui fait également partie de notre baseline sécurité. Donc, Config va permettre de recenser l'ensemble donc deux rôles pour Config, recenser l'ensemble des ressources sur l'ensemble de notre organisation et également vérifier la compliance des ressources qui sont déployées. On l'utilise principalement, nous, pour l'instant, sur la partie recensement et alimentation de notre CMDB. Donc, c'est quelque chose de précieux parce que on est capable d'avoir l'intégralité de nos configurations à tout moment de la vie de la plateforme.
y compris pour des ressources qui seraient éphémères. Et c'est accompagné d'un langage type SQL qui nous permet très facilement d'aller pouvoir identifier telle ou telle ressource, d'aller localiser telle ressource. Typiquement, si le CSPM nous remonte une alerte de sécurité, eh bien on va très rapidement pouvoir identifier où se situe cette ressource. Autre point positif, c'est la facilité avec laquelle on va pouvoir activer des règles prédéfinies. Il y a beaucoup de règles prédéfinies. Donc là, ce que vous avez comme exemple, par exemple, c'est une notification si, et qui peut se transformer en remédiation derrière, une notification si un bucket ne comporte pas les bons tags attendus. Voilà. Autre service qu'on utilise aussi dans la landing zone, c'est Security Hub, notamment pour ses capacités de centralisation, d'agrégation de plusieurs sources, que ce soit les sources des services AWS, donc GuardDuty, Config IAM Analyzer, mais également des sources tierces comme typiquement notre outil CSPM. Et on a interfaçage simplifié et capacité également d'enrichissement des métadonnées pour derrière être capable d'apporter plus de contexte à nos analystes, par exemple. Et donc voilà, je dirais que c'est le principal atout qu'on a relevé. Alors ce schéma, pour vous résumer un petit peu, c'est plus clair là-haut, pour résumer un petit peu la façon dont tout ça s'organise. Donc au niveau de chaque région donc autorisée, on a activé et non autorisé d'ailleurs GuardDuty qui encore une fois puise dans les différentes sources de logs et est capable de remonter des findings de sécurité, d'anomalies ou d'attaques dans un Security Hub local. Ensuite, tous ces findings sont centralisés dans un Security Hub délégué, dans un account sécurité. On a également le CSPM qui remonte des risques par rapport à des non-conformités, par rapport à nos Golden Rules. Par exemple, effectivement, une nouvelle ressource qui serait exposée sur Internet. Et tout ça, ensuite, on a mis en place une chaîne de connexion vers le SOC, donc le SIEM du SOC, pour avoir une réponse quasi réelle, en tout cas la capacité d'analyser les événements et de pouvoir mettre en place derrière des mécanismes de réaction. On a également centralisé les logs de la plateforme et ces logs sont récupérés par le SOC pour faire de l'enrichissement et éventuellement et également mettre en place des nouveaux scénarios de détection de menaces. Donc ce schéma, pour vous reprendre un petit peu ce que vous a présenté Mathieu sur la capacité de ces outils de pouvoir agréger, déléguer toutes ces informations. Donc on remarque l'ensemble des composants qui sont déployés au sein de l'account root de notre organisation. Et on va pouvoir, avec un système de délégation, pouvoir gérer, configurer ces composants depuis notre account sécurité, sans avoir à passer par le account root. Donc, au-delà de cette délégation, on voit aussi tout l'aspect agrégation, comme on a pu vous le dire déjà. Donc, on va agréger l'ensemble des findings au sein de Security Hub, donc l'ensemble des findings selon les différentes sources, mais aussi au sein des différentes régions. Et puis, on va pouvoir agréger l'ensemble des accounts. Et tout ça va pouvoir se retrouver de façon totalement centralisée à un endroit, donc qui est notre master, notre agrégateur Security Hub, et qu'on pourra donc exporter assez facilement vers d'autres cibles comme notre SIEM, par exemple. En conclusion, quelques points d'attention. Donc, il faut voir que la plupart de ces composants sont régionalisés. On s'est posé la question, est-ce qu'on doit les déployer partout, sachant que, toujours dans notre baseline sécurité, on n'autorise qu'un certain nombre de régions. Ça va faire écho à la conf d'avant sur RGPD. Donc, est-ce qu'on doit déployer sur les régions où on n'est pas censé consommer? Eh bien oui, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur de configuration sur une USCP, et on préfère avoir justement ces composants qui sont rassurants et qui, de toute façon, en termes de surcoût, n'entraînent rien, étant donné que ça n'est activé que sur demande. Nous ne serons facturés que s'il y a des events à remonter. Autre point d'attention, beaucoup de choses qui sont mises à disposition, beaucoup de notifications, tous ces findings, beaucoup d'alertes, mais qui sont au final très peu utiles si on n'a pas toute la gouvernance qui va bien avec. Que faire des alertes? Qui va les traiter? Quel type de remédiation on va pouvoir mettre en œuvre? Comment on va gérer les exceptions? On sait qu'il y aura des exceptions. IAM Access Analyzer
regarde les accès externes, on peut avoir des partenaires avec qui on communique comme ça. Donc, il faut vraiment mettre en place cette gouvernance très tôt. L'autoremédiation, pareil, donc il n'y a pas vraiment de mystère, c'est beaucoup d'outils qui vont nous aider, nous simplifier la vie, mais il reste quand même à coder, il faut coder toutes ces remédiations. On voyait tout à l'heure le déploiement d'un rôle à la volée pour empêcher un accès externe. Donc tout ça doit être fait, doit être codé. Et puis enfin, attention au coût sur certains de ces composants, on s'est fait surprendre, on va dire. Config va recenser l'ensemble des items, des ressources qui sont déployées. Mais un des cas d'usage principaux qu'on a pu voir chez nous, c'est la scalabilité, et du coup se retrouver soudainement avec énormément de ressources déployées, même furtivement. Donc dans le cadre du grid computing par exemple, eh bien on va se retrouver avec énormément de ressources qui vont être passées à la moulinette config. Donc il faut être vigilant là-dessus et éventuellement même prévoir certaines exclusions ou filtres. Voilà. Pour cette mise en garde sur les coûts. Merci de nous avoir écoutés et en espérant vous avoir aidé à y voir plus clair. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, comme nous l'expliquaient Christophe et Benoît, donc on va pouvoir utiliser ces outils, on va pouvoir faire de l'auto-remediation, on va pouvoir aussi choisir de notifier, d'avoir un modèle de gouvernance par rapport à ces alertes. Et c'est ce que je vais vous proposer de voir maintenant. Comment on peut mettre en place ça? Donc, on va déployer une petite architecture de test, donc qui a déjà été prédéployée. Puis, on va voir comment on peut mettre en place un système où, à la fois, on va avoir, grâce à un composant qui s'appelle Event Bridge, qu'on peut appeler aussi des fois CloudWatch Event, qui va nous permettre de s'abonner à un bus de notification et lancer des actions. Comment on va pouvoir être notifié sur notre outil de communication d'entreprise et aussi faire des actions de remédiation automatisées. Donc on va voir ça tout simplement donc sur cette petite démo que je vous ai préenregistrée. Donc première chose, je veux être notifié. Donc je vais pouvoir utiliser un service qui s'appelle SNS et tout simplement je vais créer une rubrique de notification pour mon équipe sécurité. Donc je vais l'appeler Security Notification. Donc je crée ma rubrique de notification. Vu que c'est des notifications de sécurité, je vais les chiffrer. Donc je vais utiliser une clé KMS que j'avais préalablement créée pour mon équipe sécurité. Donc là, je vais pouvoir tout simplement créer ma rubrique. Et donc là, je vais pouvoir maintenant commencer à envoyer des notifications éventuellement à cette rubrique et surtout créer des abonnements à cette rubrique pour que ces notifications aillent quelque part. Donc maintenant que j'ai créé mes notifications, il va falloir que je capte des notifications sur ce topic SNS, puisque le topic SNS en lui-même n'est pas, la rubrique SNS n'est pas. Donc, ne va faire que recevoir les notifications. Donc, je vais utiliser Event Bridge, comme je disais juste avant, et je vais créer déjà des notifications sur toutes les alertes que je puisse avoir côté GuardDuty. Très simplement. Donc, je crée une nouvelle règle. Je vais choisir un service AWS en particulier. Donc là, je vais choisir tout simplement GuardDuty. Et je vais demander à ce que dès qu'il y a un événement, donc un finding en anglais côté GuardDuty, j'ai une action qui soit lancée. Et la cible de mon action, ça sera tout simplement la rubrique SNS que j'ai créée juste avant. Donc là, je vais pouvoir choisir ma rubrique, que ça soit une rubrique SNS, et je vais pouvoir choisir sur quelle rubrique SNS je l'envoie. Donc Security Notification que j'avais créée juste avant. Je valide que j'ai bien la bonne configuration. Et donc maintenant, j'ai une nouvelle règle de notification juste en bas qui va me notifier si jamais j'ai des nouveaux Finding GuardDuty. Ces notifications, je les ai côté SNS, mais il va falloir qu'elles arrivent quelque part. C'est là que je vais utiliser un autre service AWS qui s'appelle Chatbot. Chatbot, c'est un service qui va me permettre tout simplement de faire le lien avec, dans mon cas, un environnement de travail Slack. Donc sur mon environnement de travail Slack, j'avais déjà créé un petit channel, un petit canal pour mes notifications de sécurité. Et là, je vais pouvoir dire que ce canal récupère, ce chatbot va prendre en entrée tout ce qui arrive dans mon topic dans ma rubrique SNS. Donc toutes mes notifications de sécurité sont envoyées vers SNS et ensuite ces notifications sont envoyées par chatbot directement sur mon Slack. Donc là, je vais pouvoir aller voir dans mon Slack. Bien entendu, pour cette démo, j'ai fait exprès de générer des notifications de sécurité. Donc là, je vois que ces notifications sont bien arrivées dans Slack.
Donc je vois plusieurs événements, donc finding en anglais, renvoyés par GuardDuty. Et je vais pouvoir cliquer sur un de ces événements et arriver directement dans la console GuardDuty. Je vois donc toutes les informations liées à cet événement de sécurité, donc quelle était l'instance ciblée. Je peux voir justement si cette instance a éventuellement généré d'autres notifications. Je vois que c'est le cas. Donc là, je vois qu'il y a quand même 3 activités potentiellement malicieuses sur cette instance. Je vais pouvoir aller voir cette instance directement dans la console EC2. Et en fait, comme j'ai mis en place de l'auto-remediation, alors on va voir juste après comment cette auto-remediation s'est faite, je vais voir que dans mes groupes de sécurité, dans mes security groups, j'ai plus aucune règle qui autorise du trafic entrant ou sortant. Et donc ça, c'est mon auto-remediation. Forcément, il faudra que je fasse de l'analyse, mais là, j'ai plus de possibilité d'ouvrir des nouveaux flux réseau, donc probablement que l'activité malicieuse va s'arrêter. Donc comment j'avais mis en place cette auto-remediation? Je vais revenir dans Event Bridge et on va voir qu'on avait une deuxième règle. Donc on va afficher les règles et on va voir que entre-temps, j'avais créé une deuxième règle, donc pour isoler d'un point de vue réseau une instance. Donc là, plutôt que de prendre tous les findings GuardDuty, je prends explicitement un finding sur j'ai détecté un cheval de 3 sur mon instance. Et plutôt que d'envoyer une notification, je vais lancer une fonction lambda, comme on le voyait sur le schéma juste avant. Et cette fonction lambda, tout simplement, va récupérer l'ID de l'instance depuis l'événement GuardDuty, va récupérer dans ses paramètres le security group qui n'autorise plus aucun flux réseau, et on va modifier cette instance pour utiliser uniquement ce security group, ce qui va enlever tous les autres security groups, ce qui va enlever toutes les autres autorisations réseau. Et donc avec juste cette fonction lambda qui fait moins de 20 lignes, j'ai pu isoler mon instance automatiquement. Ce qui veut dire que j'ai un incident de sécurité, je vais devoir le traiter par mon équipe sécurité. C'est pour ça qu'ils ont aussi eu le message dans Slack. Par contre, le temps que quelqu'un arrive suite à la notification dans l'environnement, analyse l'incident va s'arrêter de lui-même, du fait que cette instance n'est plus capable de se connecter à des sources extérieures, n'est plus capable d'être jointe depuis l'extérieur. Et donc, on a mis fin à l'impact de l'incident et on n'a plus qu'à trouver la source de cet incident. Donc, on a gagné du temps grâce à cette automatisation, grâce à ces quelques lignes de code. Donc, on a vu ce qu'on pouvait faire avec GuardDuty. Donc, regardez ce qui se passe sur notre infrastructure. Comment on va pouvoir aller aussi sur comment on configure notre infrastructure, les privilèges qu'on donne grâce à IAM. On parle souvent de list privilège avec IAM. Christophe et Benoît nous ont parlé d'IAM Access Analyzer qu'ils utilisent aussi au sein de Kagip. Donc si on veut aller plus loin et se dire comment je peux empêcher quelqu'un de donner des privilèges à IAM pour donner des accès à mes ressources, on va pouvoir donc activer tout simplement Access IAM, AWS IAM Access Analyzer, excusez-moi. Et donc, maintenant, IAM Access Analyzer va tout simplement surveiller nos modifications, vérifier est-ce qu'on donne des privilèges, est-ce qu'on donne des privilèges à des comptes à d'autres comptes, à des comptes éventuellement en dehors de notre organisation. Et en fonction des résultats que nous enverrons à IAM Access Analyzer, on va pouvoir agir. Alors, on peut agir de plusieurs façons. Christophe et Benoît nous expliquaient que dans leur cas, ils vont mettre de l'auto-remediation, donc une fonction lambda ou autre, qui va directement rajouter des statements dans la policy, par exemple en deny. Mais on peut aussi agir au moment où on écrit la policy, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette deuxième démo enregistrée. Donc là, j'ai IAM Access Analyzer qui a été préalablement activé, et là, je suis sur mon bucket Amazon S3. Donc j'ai une bucket policy et je vais modifier ma bucket policy et éventuellement autoriser un autre compte. Donc cette modification-là où j'autorise l'accès à mon bucket, si j'autorise comme un autre compte, donc là 1, 2, 3, 4, à accéder à mon bucket, je vais créer un accès externe. Des fois, c'est des modifications qui sont un peu moins visibles, qui peuvent avoir les mêmes conséquences. Mais là, cette modification-là, si je la laisse passer, elle va créer un accès pour un autre compte. Sauf que ce que je peux faire dans ma console S3, une fois que j'ai mis Access Analyzer en place, c'est que je peux faire une prévisualisation de quel est l'impact de cette modification. Donc à chaque fois que je modifie une bucket policy, je peux demander à IAM Access Analyzer, est-ce que je crée des nouveaux privilèges externes sur mon bucket en faisant cette modification de bucket policy?
Et là, on voit que je donne énormément de privilèges parce que je donnais un S3 étoile à un autre compte. Donc là, bien évidemment, j'ai annulé la modification de cette bucket policy. Et donc ça, c'est un petit bouton que vous avez dans la console S3. Vous pouvez aussi l'appeler, bien entendu, en ligne de commande avec les outils de développement AWS. Et donc, vous pouvez prévisualiser quel sera l'impact de la modification de la bucket policy. Et est-ce que cette modification crée des accès externes, des nouveaux accès externes? Donc, est-ce que cette modification crée un nouveau risque? Après, il peut y avoir des cas légitimes où on autorise un autre service, un autre compte à accéder à notre bucket. Mais l'avantage d'IAM Access Analyzer, c'est que même dans ces cas légitimes, on va pouvoir vérifier qu'on n'autorise qu'un seul compte, pas l'ensemble des comptes. On va pouvoir vérifier qu'on n'autorise pas plus que nécessaire. Donc pour conclure un peu cette session, l'idée, ça va être d'utiliser les services qu'on a pu voir. Donc c'est des services natifs. Et ces services, le but, c'est vraiment d'améliorer notre posture de sécurité. Donc les services qu'on a vus aujourd'hui, que ça soit IAM Access Analyzer, que ça soit GuardDuty, que ça soit Config et Security Hub, c'est des services qui vont fonctionner en continu. Vous pouvez les activer assez simplement, en quelques clics. Vous pouvez les activer pour toute votre organisation. Et de manière continue, ces services vont, pour IAM Access Analyzer, vérifier si vous créez des nouveaux privilèges qui pourraient être dangereux. Pour GuardDuty, voir s'il y a des comportements qui pourraient être des incidents de sécurité sur vos plateformes. Et donc ça, de manière continue, sans que vous ayez d'impact sur vos performances, puisque ces services vont se baser sur des logs, vont analyser donc les journaux d'événements de vos plateformes, vont pas se mettre en blocage de vos flux réseau, par exemple. Donc sans impact de performance sur vos plateformes. Et ensuite, comme le disaient très bien Christophe et Benoît, ensuite, il va falloir se dire qu'est-ce qu'on fait en fonction des retours de ces services-là. Donc, généralement, notifier, c'est la première étape. S'assurer que les personnes qu'on notifie sont les personnes pertinentes, c'est des personnes qui peuvent résoudre ces problèmes-là. Hésitez surtout pas à notifier à la fois vos équipes sécurité et vos équipes DevOps en charge de la plateforme sur laquelle on a eu le finding de sécurité. Vous pouvez notifier plusieurs équipes, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre plusieurs règles Event Bridge, comme on l'a vu aussi. Alors, il y en avait une RF de notification, une règle d'auto-remediation, mais on pourrait avoir d'autres règles de notification, il n'y a pas de souci. Et après, l'auto-remediation, c'est quelque chose que vous pouvez faire en deuxième étape pour gagner du temps, pour éviter d'avoir à attendre qu'un humain mette fin à une activité malicieuse, pour éventuellement faire gagner du temps, pour enrichir de la donnée avant de l'envoyer à un SIEM. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur les findings que vous voyez le plus souvent, ou c'est sur les findings que vous avez identifiés comme étant les plus dangereux pour votre plateforme. L'idée de ces outils de sécurité, c'est que c'est des outils qui sont utilisables par différentes équipes. C'est pas des outils qui sont forcément et nécessairement utilisés uniquement par les équipes sécurité. C'est des outils qui peuvent permettre aussi aux équipes qui bâtissent les plateformes, aux équipes DevOps par exemple, d'avoir une visibilité, de savoir s'ils ont amélioré la posture de sécurité, savoir si éventuellement leur plateforme a des comportements qui pourraient être dangereux. Donc n'hésitez pas à mettre ces outils dans les mains des différentes équipes et à utiliser ces mécanismes d'automatisation pour vous assurer que sur la partie sécurité, vous avez la bonne visibilité sur les changements au bon rythme, donc de manière continue. Et s'assurer aussi que vous êtes capable de répondre rapidement aux différents événements de sécurité. N'hésitez pas à vous former, donc vous avez déjà dû voir ça sur d'autres sessions. Vous pouvez utiliser AWS Skill Builder, vous pouvez passer des certifications. On a une certification aussi sur la partie sécurité côté AWS. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi ces mécanismes-là pour vous assurer que vos équipes sécurité soient à l'aise avec les environnements cloud et soient capables d'intervenir facilement dans les environnements cloud et d'utiliser les fonctionnalités du cloud pour se protéger. Et merci beaucoup. Donc merci aussi à Christophe et Benoît qui étaient là juste avant. Et n'oubliez pas surtout de nous laisser votre feedback dans l'application. Et s'il y a des questions, on pourra les prendre un peu après la conférence. Merci beaucoup.